Bienvenue à La Chaise Bleue en direct de Hanover Messe 2024. On est le jeudi, on est l'avant-dernière journée de l'événement. On a vraiment vécu un bel événement jusqu'à maintenant. En passant, le podcast est une commandite de Prompt CIPEM, le programme CIPEM de Prompt. J'ai aujourd'hui en ma compagnie en co-animation Nicolas Quintin de La Chaise Bleue et j'ai notre ami Michel de Prévu 3D, que ça fait plusieurs jours qu'on veut l'avoir sur l'émission, puis on n'a pas eu la chance de l'avoir. Il est occupé. Il nous avait même booké dans l'agenda, mais l'événement va tellement vite qu'on a ghosté, on va appeler ça comme ça, mais aujourd'hui, on a réussi à aller te chercher. Michel, bienvenue sur La Chaise Bleue. Bien, merci beaucoup, c'est très content d'être là, mais comme tu dis, le show, il va super bien, il y a de l'action depuis le début, c'est vraiment assez impressionnant. Good. Michel, nous, on te connaît, puis il y a des gens dans ton équipe qui sont déjà venus même rencontrer toute notre équipe, mais les gens de La Chaise Bleue, je suis pas sûr qu'ils connaissent très bien Prévu 3D. Fait qu'aujourd'hui, c'est l'opportunité peut-être de te présenter, toi, l'humain en premier. Définitivement. Donc, Michel Bassinage, je suis VP produit chez Prévu 3D. Moi, j'ai une longue carrière dans l'industrie 3D, notamment divertissement. C'était j'ai vu des films comme La Matrice, Avatar et tout ça, mais le premier logiciel ont servi à faire ça. Wow. Je me suis joint à la compagnie il y a 2 ans pour aider le fondateur à bâtir tout le côté commercial, stratégie de marché. Puis là, depuis quelques temps, j'ai pris en main le côté produit pour vraiment avancer dans une nouvelle direction assez excitante qu'on va pouvoir parler aujourd'hui. Ben oui, bien sûr. Je ne savais pas, par contre, que tu avais... Mais c'était quoi ton rôle? Tu développais, tu étais software engineering? La première compagnie que j'ai faite, qui s'appelait Kedara, on a fait un logiciel qui s'appelle Motion Builder, qui appartient maintenant à Autodesk, qui a servi à faire les films comme Avatar, Matrix et ainsi de suite. Fait que t'es un geek, là, genre... un vrai... sans hésitation. J'ai un background ingénieur logiciel. J'étudiais à Polytechnique et tout ça. Puis j'ai rapidement créé des propres compagnies, puis j'ai aidé d'autres entreprises à bâtir. Puis je suis un bâtisseur d'innovation, de changement dans différentes industries. Michel, parle-moi donc un peu de Prévu 3D. Puis à travers ce que tu vas mentionner, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes à Hanover Messe. C'est quand même prestigieux là, d'être ici. Là. Vous êtes parti du Québec, vous avez pris l'avion, c'est quand même dispendieux aussi d'être ici. Là. Je te laisse aller. Absolument. Écoute, Prévu 3D, c'est une compagnie qui a été créée par notre fondateur, Nicolas Morancy, qui a un background en génie mécanique. Puis il travaille déjà dans les usines à faire des réaménagements d'usines. Puis il y a souvent des processus qui sont assez antiques, on va dire, dans l'industrie. Et il ne comprenait pas pourquoi que les nouvelles technologies de capture, de type jeux vidéo, et ainsi de suite, n'étaient pas utilisées pour accélérer le processus de design quand tu réaménages une usine. Donc, il s'est dit, je vais explorer ça. Et donc, il s'est allié de gens techniques très forts qui ont trouvé comment prendre, par exemple, la capture de données 3D, donc le scan 3D, et d'en faire une version quasiment comme un jeu vidéo de l'usine et que tu puisses, après ça, découper les morceaux puis en faire, mettons, réaménager ton usine, visualiser les choses. Et donc, ça a vraiment amené un développement technologique qui, depuis plus de 2 ans, on commercialise. Et beaucoup de succès, on ramasse plein de gros noms dans l'industrie, des joueurs comme AgroPure, Chevron et autres qui sont de nos clients. Et c'est vraiment ça, c'est qu'on change la façon de voir à la base l'usine, mais aussi de comprendre. Donc, souvent, il y a beaucoup de systèmes, puis si tu fais un peu un tour dans tous les différents kiosques à Hanover Messe, c'est beaucoup de données, il y a beaucoup de data, mais la mise en contexte, la compréhension de ce qu'on voit est plus difficile en général. Donc, nous, on veut amener un contexte visuel au côté manufacturier comme tel. En termes de création de valeur chez les clients, Michel, est-ce que vous avez, je suis convaincu, interroger les clients, comprendre ce que vous générez comme valeur, mieux comprendre, mieux visualiser. Comment les clients concrètement utilisent ce nouveau data-là pour peut-être améliorer la disposition des machines? Comment est-ce qu'on réussit à sauver? C'est quoi l'impact sur le PNL à la limite de l'entreprise? Le ROI, à la limite, il se retrouve où pour ces entreprises-là? Très bonne question. Mais il est à plusieurs niveaux. Ce qui est difficile pour une compagnie, c'est une manufacturière, c'est que c'est des sites qui sont complexes. Tu sais, quand tu regardes des environnements pétrolières, des sites qui ont des millions de pieds carrés, c'est pas simple. Puis tu peux pas juste arriver, je comprends très bien, ce tuyau-là, il va de là à là, puis c'est facile. C'est des choses qui sont très complexes. Puis on parlait récemment... Il y a eu des agrandissements, des réparations, des choses pas prévues initialement et tout, là. Quand tu regardes justement un site pétrolier, des fois, ça fait 100 ans que ça existe. C'est pas genre que tout le monde connaît comment c'est fait, même si ça fait longtemps que c'est là. L'autre fois, je parlais avec une compagnie dans les produits alimentaires, puis je dis, mais comment tu fais pour aujourd'hui
comprendre tes tuyaux, comment ils fonctionnent. Ben, j'envoie un gars à l'usine, il prend un pointeur laser, puis il se promène, puis il suit le tuyau, puis là, il prend des notes, puis il revient au bureau, puis il dit, ben là, c'est ça qui se passe. Nous, on permet de faire ça virtuellement. Donc, si tu fais un scan de l'usine, tu peux arriver dans ton desktop, puis tu regardes l'usine, tu te déplaces, tu peux l'explorer, tu peux découper, identifier les équipements qui sont là, puis pouvoir dire, ben tel équipement, j'ai une version CAD qui vient avec, j'ai des informations de mon côté BIM que je peux intégrer avec ça. Puis, ultimement, dans ce qu'on travaille, c'est pouvoir intégrer les données entreprises ou opérationnelles, par exemple, un SAP ou des données de Aviva Pi pour faire des données opérationnelles. C'est toujours de contextualiser ça, de comprendre. C'est vraiment de voir comment je peux... parce qu'il y a toujours un challenge de communication et de compréhension. C'est fondamentalement important et c'est souvent sous-discuté. Tu sais, Michel, je suis quand même un early adopter, tu sais, d'un côté, tu sais, database, d'un côté OT, ITO, ITO, IT, la journée commence à IT, OT, tu sais. Ouais. Puis, je vais t'avouer, tout ce qui est on va dire le jumeau numérique ou la virtualisation, comme vous faites, tu sais, la gamification même de l'industrie, je suis moins connaissant. Oui. Puis, je me suis promené à travers tout le salon. Je pense qu'il y a 27 pavillons. C'est énorme. C'est la 6e fois en passant que je viens ici puis j'en vois. Tu sais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui font de la modélisation 3D. Même au Canada, là, je pense aujourd'hui, dans les cas, vous êtes comme 4. Puis, c'est dur mettons, même pour toi, Nicolas, j'imagine, de distinguer qui fait quoi, qui est meilleur roue. Je pense que vous avez le edge au lieu de le faire juste dans un monde virtuel, vous faites tout le scanning réel et tout. C'est quoi le edge que prévu 3D? Je devrais retenir de l'événement. Tu sais, si demain matin, quelqu'un me parle, Benoît, je suis dans l'avion dans 2 jours, puis il me dit, c'est quoi prévu 3D? Un différenciateur, là. Ouais. Absolument. Bien, c'est la qualité de la représentation visuelle. Donc, tu prends ta donnée de scan, tu as différentes solutions qui existent, mais on a la meilleure qualité. Et on l'a fait le plus vite possible dans quelques heures overnight quand c'est un dataset plus compliqué. Et ça, donc la vitesse, la qualité, c'est déjà des points importants. La fluidité, comment les gens ils voient notre environnement puis que c'est fluide. Si tu as déjà utilisé un peu des produits comme Revit ou autre, c'est lourd, c'est long. Tu sais, tu te déplaces, ça se rafraîchit, tu attends. C'est pas quelque chose qui est dynamique. L'instantanéité est ultra importante. Là. On veut ça fluide. C'est comme la vraie vie. Là. C'est ce qu'on amène. Donc, ça, c'est les éléments premiers. Ensuite, ce qu'on a rajouté dernièrement, c'est que quand tu regardes un scan qui est une donnée un peu non structurée, tu vois des objets, mais tu les vois, mais ils ne sont pas identifiés techniquement. Ils sont juste, tu vois qu'il y a, mettons, une pompe, mais la pompe n'est pas découpée comme telle. Donc, ce qu'on a sorti récemment, ça s'appelle des Reality Assets. Ça te permet de découper dans l'espace spatial le visuel qui représente la pompe ou ton tuyau. Tu es en train de créer des blocs, tu crées des identités, des objets dans ton layout, c'est ça? Exactement. Et donc, en faisant ça, après ça, tu peux commencer à faire plein de liens avec la donnée d'ingénierie ou la donnée d'entreprise. Donc, par exemple, si tu as des modèles CAD, tu peux un genre combiner. De DWG qui arriverait d'un autre système, tu pourrais l'importer. Exactement. Puis l'associer, donc si tu as une pompe en modèle CAD et la pompe en modèle Reality Asset, tu pourrais les combiner les deux. Et à ce moment-là, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire prochainement. Par exemple, faire de la comparaison, est-ce que mon modèle CAD est exact par rapport à mon scan? Mais aussi m'assurer que la donnée aussi que tu pourrais avoir dans un SAP, tu as des informations par hasard à des plans d'inspection ou d'autres choses, que ce soit accessible aussi. Donc, d'amener toute l'information qui existe à différents systèmes. Donner un exemple. Tu as un plan, tu veux faire un plan d'inspection. Tu as plein de tuyaux qui te nécessitent de pouvoir, que ça te prend un échafaud pour y accéder. Bien, comment aujourd'hui tu arrives à voir, je voudrais voir tous les coudes de tuyauterie qui nécessitent un échafaud qui doit être inspecté la semaine prochaine. La donnée est à quelque part, mais la visualiser, la contextualiser, c'est pas évident. Ah non. Et donc, c'est ce qu'on travaille en ce moment à faire, nous autres. C'est vraiment d'amener que tu puisses voir ton environnement. Donc, si tu veux juste l'inspecter, te promener, si tu veux informer quelqu'un, dire, regarde, l'usine ressemble à ça, voici les équipements. Tu veux attacher à tes équipements des informations santé et sécurité, peu importe. Il y a une multitude d'informations qui existent, mais qui sont quelque part. Tu as un système de ERP à quelque part, tu as ton système de asset management de l'autre côté, tu as ton CAD, et tout est partout, mais d'un seul point de vue, d'un seul UI de l'entreprise, tu ne peux pas voir toute cette information d'une façon conviviale et instantanée. C'est qui le client cible dans l'organisation qui voit le gain puis qui va adopter la technologie prévue 3D? Je te dirais que c'est inévitablement les départements d'ingénierie, parce qu'ils veulent améliorer leur processus, ils ont des challenges d'arriver à éliminer les risques de faire un projet. Tu as souvent les départements d'innovation. Donc, les gens qui veulent être à l'affût de ce qui s'en vient, comment ils vont transformer leur usine, leur compagnie manufacturière. Il y a des départements qui sont créés pour être à l'avant-front de ça, pour dire, bien, qu'est-ce qui s'en vient? Et donc,
le travail de Digital Twin est beaucoup dans ce côté-là en ce moment-ci. Les gens cherchent à voir comment ça va changer. Je pense que la question n'est pas autant de est-ce que ça va arriver, mais plus comment et quand. Et aujourd'hui, il y a plus de gens qui sont en apprentissage de ça. Même des très grosses compagnies qui sont encore en découverte, qui ne sont pas sûres encore, mais c'est indéniable quand tu vois le genre de jumeaux numériques qu'on crée. Le visuel est instantané. Tu te fais comme, wow, là, je comprends ce que je vois. Tu sais, je te montrerai l'équivalent en CAD. Bon, si tu as travaillé sur le CAD, tu vas comprendre parce que c'est toi qui l'as fait. Mais les autres font comme, je suis pas sûr de comprendre. Puis, C'est pas contextualisé, c'est pas dans l'usine, Ben, c'est ça, c'est pas dans la vraie vie, là, quasiment. Ton là. CAD, il est comme simplifié et parfait, tu sais, dans le sens que dans la vraie vie, les planchers sont pas toujours droits, il y a des choses, même dans votre maison, tu sais, tu regardes ton plan architectural, ça a l'air tout parfait. Quand les armoires arrivent. C'est Ah, non, ça, c'est clair, là. mais c'est ça. Et donc, Même en entreprise, tu as le engineering bomb souvent, puis tu as le manufacturing bomb. Ouais. Qui souvent est deux choses totalement différentes. Une fois qu'on le fabrique, on se rend compte, au niveau de l'ingénierie, ça n'avait pas de bon sens, il faut l'adapter. Fait que tu te ramasses avec des versions et tout, mais là, c'est ce qui a réellement été produit parce qu'on l'a capturé avec la caméra. Là. exactement. Qui fonctionne en nuage de points, hein, je pense. Bien, ça, la donnée brute que tu reçois d'un scanner 3D, c'est un nuage de points. Donc, c'est un ensemble, c'est comme un échantillonnage de l'espace. Oui. Mais c'est lourd. C'est des très grosses données. Ça peut être des centaines de gigs. Donc, évidemment, si tu veux regarder ça sur un desktop, ça prend bien de la mémoire. C'est lourd. C'est pas facile. Puis, en même temps, c'est un échantillonnage. Donc, c'est pas une surface parfaite. Tu vois des points dans l'espace. Si tu te rapproches d'un objet, tu vas moins le voir parce que tu vas te rapprocher des points, mais tu vas voir entre les points. Donc, c'est un petit peu paradoxal parce qu'habituellement, quand tu te rapproches d'un visuel, tu vois mieux. Oui. Là, c'est le contraire. Plus tu te recules, mieux tu vois. Plus c'est clair, plus les surfaces entre les points vont Parce être que bien là, parce que les définies. points là. deviennent compressés Oui. dans l'espace. Tu sens que ça a l'air être correct, mais tu te rapproches pour voir un détail, mais tu ne vois plus rien. Fait qu'en convertissant un nuage de points à une surface géométrique mesh, comme on fait, qui est un processus totalement automatique, bien là, ça réduit jusqu'à 90 la grosseur de l'espace. Fait que si tu avais un point cloud de 100 gigs, peut-être qu'en 5 et 10 gigs d'un point mesh en place. Donc, c'est beaucoup plus léger. Et on a développé une façon de l'afficher encore plus efficacement. Donc, tu es capable d'être vraiment super fluide, c'est super agréable au regard. Puis, si tu te rapproches d'un boulon, tu vas voir le boulon. Si tu te recules, tu vas voir tout aussi. Tu vois tout très bien tout le temps parce que c'est un modèle comme un jeu vidéo de l'espace. J'adore ça. Écoute, Michel, tu sais, vous êtes clairement une compagnie d'innovation. Tu sais, Nicolas, quand il a parti l'entreprise, toi, tu l'as joint par la suite. C'est sûr que c'est un gars visionnaire là, qui avait des défis dans son travail, il a apporté une solution. Fait que j'imagine que vous avez des discussions sur la vision du futur. Où s'en va votre industrie? Tu sais, dans peut-être 2, 3, 4, 5 ans plus tard, dans le futur, qu'est-ce qui va avoir changé? Où s'en vont les trends par rapport au digital manufacturing, digital twin? Une très grosse question. Hein? Je te dirais qu'il y a plusieurs choses qui vont arriver. Donc, clairement, la numérisation de l'espace va continuer à maturer. Tu sais, on va voir de plus en plus de compagnies. Puis nous, on le voit même parce que entre l'année passée qu'on est venu à Hanover, puis cette année, la quantité d'opportunités qu'on reçoit, les gens sont beaucoup plus éduqués, ils comprennent beaucoup plus la valeur ajoutée de ce qu'on fait. Donc, on a beaucoup plus d'opportunités qu'on n'a jamais eues. Donc, c'est vraiment très positif par rapport à ça. Mais je te dirais que il y a deux choses qu'on va voir. C'est comment rendre les choses plus faciles et d'éliminer les choses qui sont fastidieuses. Donc, en ce moment-ci, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne se rend pas compte. Je veux dire, si tu demandes à quelqu'un, aujourd'hui, par exemple, un nuage de points, de montrer comment il travaille dans Revit, bon, il faut qu'il télécharge le point de cloud sur son desktop, qu'il le charge dans Revit, qu'il fasse faire un clipping box pour voir un petit bout. Là, c'est pas tout à fait correct, il se déplace. C'est complexe. C'est rien de techniquement compliqué, mais c'est complexe en énergie de... Tu n'as rien fait encore, tu as juste passé ton temps à juste setuper pour voir ta donnée. Si tu es capable, par exemple, de facilement dire, moi, je veux voir le mur, je veux voir telle pompe, telle machine dans un modèle point cloud ou mesh, mais optimisé pour que ça marche bien en contexte dans ton Revit. Là, tu vas sauver du temps, tu vas être plus efficace, tu vas te concentrer à ta vraie tâche. Est-ce que puis je suis en dehors de mon domaine, honnêtement. Là. Est-ce que le AI génératif, la conversation avec Prévu 3D, un jour dans le roadmap, va arriver, ça? Ou est-ce que c'est dans les roadmaps? Ou... Il y a beaucoup de choses qui se développent en ce moment-ci. Par exemple, tu vois dans les prochaines itérations du produit, c'est toute cette notion-là de découvrabilité. Donc, par exemple, historiquement, quand on faisait des systèmes, par exemple, tes tuyauteries, tu te créais des organigrammes, des hiérarchies d'objets pour dire, ben, c'est mes tuyaux d'eau chaude, d'eau froide, et ainsi de suite. Comme une arborescence, bien classique, exactement. Standard. Mais aujourd'hui, il y a des nouvelles façons que tu peux faire. Donc, par exemple, si tu combines des agents intelligents
de recherche. Donc, si par exemple, tu dis, trouve-moi tous les tuyaux qui sont eau chaude. Puis tu dis, je les groupe dans une vue particulière. Je me crée une vue de tous les tuyaux d'eau froide, puis je leur donne une couleur spécifiquement. Puis je te dis, ben combine ces deux vues-là dans mon visuel. Tu n'as pas fait d'organigramme, tu n'as pas passé du temps à créer des hiérarchies, puis ça c'est le parent de, puis ainsi de suite. Tu sers des éléments dynamiques. Puis on est habitué à ça comme quand tu fais ton Google Search, puis ainsi de suite, tu fais des filtrages dans tous tes outils de travail. Mais dans un monde CAD, on est encore très bon. J'organise mes objets par hiérarchie parce que c'est comme ça qu'on fait. C'est time comme tuning de faire ça. Exactement. C'est lourd, là. Et si tu veux te préparer pour les systèmes comme un chat GPT, des choses comme ça, il faut que tu travailles différemment comment tu indexes l'information pour pouvoir après ça dire, par exemple, ben, OK, moi, tous les tuyaux d'eau chaude qui doivent être inspectés la semaine prochaine, c'est un combiné de différentes combinaisons de recherche qui crée ce résultat-là. Mais tu ne pourras pas le construire dans une hiérarchie traditionnelle. Donc, c'est ce qu'on travaille entre autres à faire, tout en combinant la réalité, mais avec les données CAD. Tu sais, je vais te donner une expérience de vie. Là. On recule en 2007, je crois. J'avais été mis en charge. Moi, j'ai intégré Oracle chez Alcoa à l'époque, tu sais, les bases de données Oracle, puis c'était le GMAO. Puis là, on arrivait au moment où il fallait faire les procédures de travail, faire de l'entretien. Il y avait un monsieur qui prenait sa retraite à l'époque, un chic type. Je ne me souviens pas de son nom, par contre. Là, j'aimerais bien. Là. Mais c'était le seul qui était capable d'entretenir tout le système glycol de l'usine de Bécancour. Tu sais, le système de refroidissement. Là. Puis on avait passé, là, j'ai le goût de te dire 30 jours, mais j'espère que c'est moins, là. Mais juste point par point, aller prendre des photos. Puis là, c'est à l'époque, les photos, tu ne pouvais même pas te connecter sur l'ordi, il fallait t'envoyer ça sur une carte, là, tu connectes ça dans un capteur. Puis, tu sais, on avait tout écrit, le système de procédure sur Excel et tout, mais en réalité, après, quand on envoyait les bons de travail, parce que ça générait des bons de travail de GMO là, tu sais, dans le système de gestion, là, les gens, ils partaient, puis il y avait de la misère à retrouver. Tu sais, le bon de commande que tu me donnes, j'ai même pas de plan 3D. Tu sais, en fait, ça vient compléter ça aussi, ce que tu viens de dire. C'est qu'on est capable d'aller effectuer une maintenance sans connaître réellement l'endroit, qui est géolocalisé à travers des plans qu'on peut se donner. Contextualiser la donnée. Puis un jour, on pourrait. Est-ce qu'on est rendu là d'être capable de même l'intégrer avec les systèmes de maintenance, mettons, dans les organisations? Ou y a-t-il déjà un API ou un connecteur? Je te dirais que ça commence à apparaître, dans le sens qu'il y a des connecteurs. Le challenge, c'est que la donnée est un peu partout. Tu as des données qui sont dispersées. Puis c'est ça qu'on travaille en ce moment-ci, justement, c'est la notion de comment je connecte les différents points ensemble pour pouvoir ensuite créer ces systèmes intelligents-là comme tel. L'erreur, généralement, c'est que tout le monde essaie de tout rapatrier la donnée chez eux. C'est comme un réflexe de dire, bien, je veux la donnée. Puis nous, ce qu'on fait en ce moment-ci, c'est qu'il y a très peu de données qu'on va être fiduciaires. Donc, on a des nuages de points qu'on reçoit, qu'on convertit en mèches, puis on fait des trucs comme ça. Ce qu'on va vraiment être fiduciaire, c'est le mapping de la réalité avec les différentes sources d'informations que tu as, autant du côté ingénierie CAD que des systèmes de maintenance, d'opération, de données opérationnelles, de données dans un ERP. Et c'est en connectant toutes ces choses-là et en permettant justement de pouvoir faire une recherche intelligente que là, tu peux trouver des choses que tu n'aurais pas trouvées autrement comme tel. Et ça, c'est des choses qui sont... moi, c'est dans mon côté technologique que ça fait des années que je travaille avant même que le AI soit cool. Donc, les analyses sémantiques, les graphes d'intelligence, et ainsi de suite. Ça fait 15 ans que je suis là-dedans. Puis, tu vois, c'est toutes ces choses-là qui, aujourd'hui, appliquées dans un monde manufacturier, c'est ce qu'on est en train de travailler justement chez Prévu 3D pour rendre ça avec la couche de la réalité. Parce qu'il y a d'autres choses qui existent ailleurs, mais c'est toujours axé sur un modèle purement CAD. Et c'est correct, mais si tu vas aller chercher, mettons, d'autres codes d'espèces, donc effectivement, c'est beau de régler les problèmes ingénierie, mais il y a des départements qui sont les parents pauvres des entreprises. Quand on parle de santé, sécurité, formation, maintenance, ainsi de suite, eux, ils n'auront pas les moyens de se faire leur propre système. Donc, en créant un système qui marche autant pour les ingénieurs que pour les autres départements, qui ne seront jamais les clients premiers. Il n'y aura pas un département des RH qui va nous appeler pour dire « je pourrais mettre 1 million pour développer une solution de formation pour mes employés ». Ils n'auront jamais l'argent. Mais si tu dis hey, « la solution d'ingénierie va me faire sauver des va permettre de faire la santé et sécurité ». Puis on a des clients, en ce moment-ci, c'est ce qu'ils font. On a un client qui est dans le monde manufacturier, des trains des roues de train puis tout ça, qui fait des processus d'ingénierie avec nos outils, numérise leurs usines, font de la santé et sécurité, font d'autres choses. Donc, il y a de plus en plein de use cases qui s'additionnent. Et c'est là que ça devient hyper intéressant pour une entreprise. Et du moment que les entreprises réalisent ça, ça change le narratif de j'ai besoin d'un outil pour mon équipe d'ingénieurs ou un outil pour mon équipe d'RH. Je dis la même plateforme
en connectant ces points qui permettent d'avoir une meilleure contextualisation de l'information, accélère la numérisation de l'entreprise. Là, on va prendre le temps de te poser la question Desjardins, Caisse des technologies. OK? Quelle technologie que tu as vue dans le salon cette semaine qui pourrait avoir un impact significatif sur ton modèle d'affaires? Bien, écoute, ce que je te dirais, c'est significatif d'une façon, peut-être pas comme tu le poses, mais je vais la répondre de la façon Mais que tu peux reposer la question, puis c'est correct. Ben, je vais te le dire de la façon suivante, c'est que juste dans le kiosque, ce qu'on a en ce moment, le Pavillon du Canada, il y a différentes solutions, par exemple des outils de documentation de travail ou des outils de réparation numérique, puis ainsi de suite. Et nous, on peut se retrouver être un agrégateur de ces intégrations-là. Donc, parce qu'effectivement, une fois que tu as un jumeau numérique, puis là, tu vois la machine, moi, je pourrais avoir là un lien qui dit « Ah, veux-tu accéder au guide de réparation? » Ou « Veux-tu accéder? » Et donc, c'est là que tu vois que le jumeau numérique devient très intéressant en combinant plein de solutions qui sont des solutions de pointe, différentes solutions spécialisées ou des verticales bien précises, mais tu les ramènes dans une approche. Tu rentres dans le metaverse quasiment. Là. Tu te rapproches d'un vrai monde virtuel où est-ce que tu peux aller voir une scène, un spectacle, tu peux lire un livre quasiment. À la limite, je pousse, là, j'extrapole. Là, du côté humain, divertissement, social. Je fais le parallèle au niveau usine. Ouais, c'est un peu la même chose. Là, dans ta vie, tu vas voir un show, mais dans ton travail, tu as besoin d'une instruction de travail, comme tu l'as bien dit. Tu as besoin des indications santé et sécurité qui sont peut-être écrites au mur, mais il faut les ramener là, disponibles dans la virtualisation pour être plus productif. Là. Exactement. Et nous, ce qu'on croit, c'est que tout ça devient vraiment réalisable quand tu pars avec une copie de la réalité. Parce que si tu partais avec un modèle CAD pour dire, je vais connecter sur mon modèle CAD des instructions d'opération, de maintenance, tu vas avoir bien de la misère à embarquer quelqu'un de maintenance à dire, clique sur une pompe en CAD pour... Tu ne l'auras pas, mais s'il clique... Il va te le dire, la pompe n'est pas faite de même, là, puis on a changé tel sensor, puis le piton, il n'est plus là, il est rendu... Ça. Ouais. Deux terres avec un bâton, puis une pince. Enlève pas la pince, ça tient Non, mais c'est ça, mais si tu as la copie numérique de cette machine-là, telle qu'elle est, avec la rouille, qui est bumpée, whatever, lui, l'opérateur, il va dire, ben oui, c'est la pompe, je la vois. Ah, tu cliques dessus. Ah, veux-tu voir le kit de réparation? Veux-tu voir les pièces de rechange qui sont disponibles? Peu importe les informations qui sont dans 20, 30, 40 systèmes un peu partout. Là, tu empower n'importe quel employé dans l'organisation de faire les tâches diverses qu'il veut faire en l'accélérant le réel vers la donnée qu'il a besoin. Michel, j'ai une autre question pour toi qui m'intéresse énormément. Ça s'en va où, prévu 3D, dans les 5 prochaines années? Tu n'es pas obligé de me répondre là, mais ça serait quoi le rêve? Là? Ça, je te dirais que ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est la trame de ça. C'est vraiment comment faire que la réalité est ton interface du processus manufacturier du futur et de rendre les tâches qui sont pas toujours simples, plus faciles et de rendre les choses fastidieuses, transparentes et en permettant justement d'unifier différents processus dans une façon que la donnée ne soit pas perdue à quelque part. Et ça, par exemple, tu vois, j'ai un exemple qui vient en tête. On parlait récemment d'une firme d'ingénierie qui sont allés faire un projet de scan 3D dans une usine. Puis il y avait un autre groupe de scanners qui était engagé sur un autre projet pour scanner la même place en même temps. Fait que tu te rends compte que tu fais un scan à la même place, donc 2 fois pour la même chose à scanner. Puis tu le fais dans la même journée, fait que tu peux imaginer que les 2 groupes ont dû avoir bien de la misère à se planifier parce que là, tu veux scanner, l'autre il est là aussi. C'est incroyable, il y a les pertes d'efficacité et de mal de communication. Ça, c'est parce que tout est en... Puis, tu ne veux pas régler implicitement le problème de silo parce que c'est pas quelqu'un... Il y a personne qui va acheter de régler les problèmes de silo. Mais si tu le règles implicitement parce que là, ça devient plus facile, que tu te permets de mieux voir. Tu sais, montre-moi toutes les tâches les works qui vont être faites aujourd'hui dans l'usine, puis tu vois que tu as 2 tâches de type similaire qui sont en conflit dans un niveau spatial. Parce qu'on est beaucoup dans la donnée opérationnelle, qui fait quoi, quel employé qui est assigné à quoi. Ça, on est bien bon dans toute la gestion technique de cette information-là, mais montre-moi, par exemple, sur un plan, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans mon usine. Mettons, tu as 3 machines qui ont des problèmes de température. Est-ce que la clé est brisée, là, par exemple? Tu sais, des fois, c'est des choses très connes, mais quand tu ne le vois pas en espace, tu te poses beaucoup plus de questions que quand tu le vois. Récemment, j'ai quelqu'un qui me parlait d'un cas où il y avait un hôpital avec des salles spécialisées avec des senseurs d'humidité. Puis à un moment donné, les senseurs, ça pétait un score de fou, là, comme quelque chose de super mouillé qui serait passé. Puis, évidemment, tu commences à te poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, ce qui est intéressant, c'est que si tu avais vu dans le temps et dans l'espace les alertes,
tu aurais vu que, une alerte là, la salle à côté, il y a une alerte, il y a une alerte après. C'est la femme de ménage qui lavait les senseurs d'humidité avec un linge mouillé. Fait que tu peux être Contextualiser la donnée. Moi, je reviens là encore une fois. C'est incroyable. Là, Puis ça, d'exemple, je te donne, il doit y en avoir des milliers de cas de même. Là, puis les gens ne s'en vendent pas parce que tu fais comme My God, c'est bien ridicule ces affaires-là. Mais ça, c'est de la perte d'efficacité, c'est des problèmes à tellement de niveaux. Mais ça, il faut l'amener, cette contextualisation, comme tu dis, à l'environnement. Fait que c'est un peu ça, si je resynthétise ta réponse à la question de Ben, qui c'est quoi les prochaines innovations, où est-ce que vous allez, c'est de mieux s'intégrer encore avec tout ce qui entoure, puis de mieux contextualiser la donnée. Totalement. Mais à quand, exemple, un RoboSpot ou toute autre marque de commerce pourrait apparaître, aller faire la maintenance dans votre Digital Twin, tu sais? Bien, tu vois, par exemple, si, je parlais avec une compagnie très importante dans la robotique dernièrement, puis un de leurs problèmes, c'est que pour que ton robot répare l'autre machine, il faut qu'elle ait le bon manuel. Tu sais, on parlait tout à l'heure que tu as du tape sur la machine, puis le bouton, il n'est pas jaune, mais il est vert parce que le gars qui l'a réparé la dernière fois, il n'avait pas la bonne couleur de bouton. Puis tu donnes un manuel, puis ça dit peser sur le bouton jaune, mais il est vert. Le robot, il fait quoi, lui? Tu sais, fait un des problèmes, justement, c'est que quand tout est parfait, tout va bien, mais quand tu es dans un environnement qui sont questionnables, puis quand tu parles des gens qui sont prêts à leur retraite, c'est comment retenir cette information-là pour avoir la bonne information contextualisée, encore, j'aime bien ton mot, en fonction de cette machine-là, qui, elle, a été réparée par Roger, bien, le bouton, il n'est pas vert, il est jaune. Puis là, ton robot va être capable de dire, là, je viens de voir cette machine-là spécifiquement. Pas cette machine-là que je connais le modèle parce que j'ai un catalogue que j'ai trouvé sur Google, mais cette machine-là, il y a quelqu'un, quelque part, j'ai retenu que dans un document de maintenance, il y a quelqu'un qui a écrit, le bouton a été changé, la couleur n'est pas bonne, c'est rendu telle couleur. Puis tu as du AI qui extrait cette information-là pour inférer ce changement-là au manuel d'usager pour cette machine-là pour que le robot puisse le faire. Avant qu'on se quitte, Michel, est-ce que tu me permets là, de partir complètement champ gauche? Ben oui. T'amener dans un monde peut-être que je vais le regretter après, mais j'y ai pas réfléchi. Non, mais plus je t'écoute, avec le background que tu as travaillé dans des domaines que j'ai pas eu la chance de côtoyer. Là, tu es à la fine pointe de la technologie, tu as le jumeau numérique. Moi, à une époque, je rêvais d'avoir un site web dans l'industrie du web 3D qu'on appelait. On pensait qu'on s'en allait là, mais là, avec les AI génératifs, tu fais pas sûr que ça va être un Internet 3D, mais tu sais, je voulais gamifier un jour, tu arrives sur mon site, là, vous faites de ci, vous faites de ça, vous faites du pilotage, OK, comment ça fonctionne. Puis là, on aurait pu se promener dans une histoire, tu sais, que le client aurait compris. T'as-tu un... Peut-être tu vas me dire, je pense pas à ça pas en tout, Benoît, mais est-ce qu'on s'en va vers un Internet 3D? Tu sais, est-ce que c'est là qu'on s'en va ou c'est... Ben, écoute, je pense pas que c'est nécessairement un Internet 3D. Je te dirais que c'est plus un Internet intégré où ce que tu en as besoin, avec un visuel qui supporte ce que tu veux faire. Approprié, là, selon ce que tu fais. Tu regardes, par exemple, en ce moment-ci, la réalité virtuelle, ça fait longtemps qu'on en parle. Ben oui. Et c'est intéressant, mais le problème qui n'a pas encore été réglé, c'est que, à part être wow, c'est cool, puis tu vas faire un ride, une simulation virtuelle, puis le kit, c'est qu'est-ce que tu peux en faire dans une journée normale qui fait que tu travailles différemment. Et ça, c'est les grandes questions qui, un peu comme si tu regardes le web 1.0, en des années 2000 au début, ça te prenait un site web. C'était même pas genre, tu ne te posais même pas la question qu'est-ce que tu vas faire avec, as-tu un site web? C'était comme une page blanche, tu sais. Oui, c'est ça. Des fois, tu avais une photo. Là. Ça prenait un site web. Ben, ça remplaçait les pages jaunes. Exactement, mais c'était vraiment... Mais ça prenait... As-tu ton site web? C'était rien de plus qu'on voulait avoir que ça prenait ton site web. Puis là, tout le monde se garochait à faire des sites web parce que ça prenait un site web. Puis là, il y a eu un crash du .com parce que là, il y a des sites qui sont fait acheter parce que là, il y avait, mettons, broadcast.com qui se faisait acheter par des centaines de millions parce que le nom du .com était si incroyable que ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé après? C'est que le Web 2.0, c'est qu'on a eu des classes d'applications bien précises. Des applications transactionnelles, des sites comme Amazon, des applications software as a service comme Salesforce.com, et ainsi de suite. Et là, tu as vraiment des catégories qui sont rendus des marchés de milliards de dollars sur des choses bien précises. Et quand on va regarder l'évolution des équipements d'immersion type le Vision Pro d'Apple et les nouvelles technologies,
il y a beaucoup d'améliorations encore, même sur le graphique avec le web, parce qu'il y a encore des limitations. Là, donc, Web GPU s'en vient et des choses comme ça. Ce qui manque, au-delà de l'excitation de tout ça, c'est qui va créer des classes d'applications qui vont faire comme, OK, ça, j'y avais pensé. Et ça fait quelque chose. Parce que si on t'avait dit... C'est les layers, ouais. C'est ça, parce que, tu sais, on avait dit, hey, on va vendre en ligne à Amazon, mais tu dis, bon, mais il y a catalogue Sears, ça fait déjà ça, fait que, tu sais, c'est quoi de neuf? Mais ils ont complètement changé parce que c'est pas un catalogue que tu commandes en ligne, c'est un système supply chain de distribution qui est hallucinant, puis ce qui fait mal au monde du retail partout, c'est pas juste une question du prix, c'est une question que tu peux avoir quelque chose, tu payes sur un piton sur Amazon, puis le lendemain, il est à ta porte. C'est le système de distribution. Tout comme Apple, leur force, c'est la chaîne manufacturière. Tu regardes un produit qu'Apple fait, c'est super bien fabriqué, c'est vraiment une précision à ce niveau-là. Et donc, le web 3, 4, peu importe, 3D, et ainsi de suite, moi, je pense qu'il y a un aspect d'intégration de la donnée, de comment rendre les choses accessibles. Et je pense que le AI va être là pour rendre les choses évidentes, faites pour toi sans que tu ailles y penser. En fait, ça va personnaliser ton expérience, puis il n'y aura plus deux Internet pareils. Ben, deux expériences Internet. Mais c'est déjà pas mal commencé. Là, là c'est très mécanique en ce moment-ci. Ouais. Comment se rendre à ce que, effectivement, toi, ce qui t'appartient, te sert à toi et non serve à quelqu'un d'extérieur. Là, je vois le temps qui avance. Ouais. À moins, Nicolas, tu avais une dernière question. On a passé la barre Je pense que l'on a fait le tour. Là. Même t'as même ta question champ gauche qui a été faite. Ouais. On est Michel, pas pire, moi, ça là, fait ouais. plaisir. Pour vrai, je m'attendais pas à ton background. Je m'attendais pas à toute cette belle discussion-là. Honnêtement, j'avais le goût de continuer à parler, mais les journées vont vite. Je vais te laisser retourner à ton kiosque avec Écoute, ta on en gang. fera d'autres souvent, ça va me faire plaisir. De la veille, il faudrait, tu sais, nous, notre objectif avec la chaise bleue, au-delà de faire des podcasts, c'est quand même faire de la veille au marché. Puis, tu sais, si vous avez des vidéos, vous voulez qu'on commente, à la limite, envoie-moi une vidéo, m'opiner, concession, on commente, on te les renvoie, dis, hey, ça a de l'allure, go, tu sais, je crois que vous êtes dans la bonne track. Yes. Merci beaucoup. Michel. Hey, Michel, bon salon là. Merci. Merci.